Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce cours, on va traiter la corrosion des aciers ou des armatures. Et avant de commencer, je vais vous donner un petit résumé sur la corrosion des armatures. Donc, la corrosion des armatures a lieu suite à la carbonatation du béton d'enrobage ou bien la pénétration des chlorures. Le processus de corrosion est un phénomène électrochimique qui se produit au sein du béton. Cette détérioration se déroule en deux étapes. La première étape ou la première phase, c'est dite l'amorçage. L'amorçage, c'est le début de corrosion. Et l'acier, donc, est protégé initialement par l'alcalinité élevée de la solution interstitielle, donc qui règne à l'intérieur du béton. Donc, il se forme déjà une couche passive mince d'oxyde protecteur qui couvre l'acier. Donc, la carbonatation du béton vient pour diminuer le pH. Soit la carbonatation, soit aussi une quantité suffisante de chlorure. Elle peut aussi détruire, ces deux phénomènes peuvent détruire cette passivité et amorcer la deuxième étape. À savoir cette deuxième étape qui est appelée la propagation de la corrosion. On peut dire aussi que l'apport de l'oxygène ou l'humidité ambiante règle alors la vitesse de la corrosion. Donc ils vont accélérer cette vitesse de corrosion. La propagation de la corrosion conduit progressivement à la formation de fissures et au décollement du béton d'enrobage. Donc, pour améliorer la durabilité des ouvrages en béton armé, il faut donc allonger cette période d'amorçage et en utilisant bien sûr des bétons compacts ou bien des bétons peu perméables. Donc, ou bien ajouter des laitiers, des cendres volantes dans le béton, le respect de la réglementation, etc. Et aussi veiller à ce que l'épaisseur d'enrobage soit très grande. Donc, on va traiter ce problème de corrosion en 4 points qui sont présentés sur ce slide. Point numéro 1, introduction, aspect économique de la corrosion. La corrosion des aciers au carbone dans le béton est l'une des principales pathologies des ouvrages en génie civil. Elle concerne de nombreux ouvrages tels ceux soumis à une atmosphère chargée de CO2, comme dans le milieu urbain ou industriel, le cas de phénomènes de carbonatation. Aussi, des ouvrages soumis à l'exposition des ions chlorure, le cas des environnements marins, des sels de déverglaçage sur les ouvrages routiers. La corrosion reste aussi la cause de détérioration la plus coûteuse en termes de maintenance. Elle est à l'origine de nombreux défauts apparents qui, s'ils n'engendrent pas de perte de capacité portante de la structure, se révèlent nuisibles à l'exploitation de l'ouvrage. Les interventions de maintenance engendrent également des coûts indirects imputables à l'utilisateur. Par exemple, les coûts qui comprennent les pertes dues au ralentissement et aux attentes, les coûts d'exploitation des véhicules, les coûts d'atteinte à l'environnement. Ces coûts indirects sont estimés à plus de 10 fois les coûts de maintenance et de remplacement des ouvrages corrodés. Les catastrophes majeures d'ouvrages engendrées par la corrosion sont heureusement relativement rares, mais l'éventualité de telles défaillances ne doit pas être sous-estimée. Si on prend l'exemple de la figure qui illustre un effondrement d'ouvrage qui a été provoqué par la corrosion des aciers de béton à l'université Syracuse de New York. Ici, on voit la rupture d'une dalle portante de parking à porte-à-faux. L'enquête a conclu que la capacité portante des aciers en haut, c'est-à-dire les aciers supérieurs, a été réduite par la corrosion, qui a été provoquée par les sels de déverglaçage qui ont été apportés par les voitures de stationnement.
Sur ce tableau, on recense quelques exemples de défaillances avec des durées de service associées, bien que les événements survenus sur ces ouvrages aient été engendrés en partie par la corrosion. Ils sont souvent dus à la conjonction d'une série d'événements critiques. On peut voir, par exemple, en 1967, l'effondrement du pont Silver en Virginie, aux États-Unis, une durée de service de 39 ans. Deuxième exemple, l'effondrement du plafond de la piscine d'Uster en Suisse en 1985, une durée de service de 13 ans uniquement, et effondrement en bas d'une dalle dans la cour d'un collège en Suisse en 2005, une durée de vie de 30 ans. Donc la corrosion des armatures est la première cause de désordre affectant le domaine du bâtiment. Les manifestations sont des éclats de béton dus à des armatures très proches de la surface, recouvertes de produits d'oxydation, donc qui sont oxydés, et pouvant générer des coulures de rouille. Ces sinistres ne remettent pas généralement en cause la stabilité du bâtiment, mais engendrent une forte détérioration de l'aspect. La corrosion des armatures est, dans ce cas, principalement due à la carbonatation du béton. L'influence des chlorures ne concerne pas ou ne concerne généralement que les ouvrages en milieu marin ou exposés au sel des verglaçages. Les phénomènes de corrosion peuvent être relativement rapides, cas de porosité excessive du matériau et ou l'insuffisance de l'enrobage. Deuxième point, quelles sont les deux étapes de la corrosion des aciers? Les manifestations visibles de la corrosion d'un ouvrage, par exemple les taches de rouille, les fissurations, l'armature apparente corrodée, éclatement de béton, sont les conséquences de réactions chimiques endogènes qui ont commencé bien avant que les désordres ne soient apparents. On distingue donc schématiquement et successivement deux phases de développement de la corrosion. La première phase, c'est l'incubation, c'est le démarrage de la corrosion, et la deuxième phase, c'est la propagation de la corrosion. Donc, c'est quoi l'incubation? C'est une période d'amorçage, de début, qui est dite aussi, c'est une période dormante. L'incubation ou l'initiation, durant laquelle la stabilité du système constitué par l'armature métallique noyée dans la matrice cimentaire du béton décroît progressivement et durant laquelle se créent des conditions favorables de développement de la corrosion. Donc l'amorçage de la corrosion peut être provoqué soit par la carbonatation du béton d'enrobage, soit par la pénétration des ions chlorure. La propagation, c'est une période de propagation durant laquelle on observe en premier lieu la formation de produits issus de la corrosion de l'armature. Les phénomènes électrochimiques de la corrosion conduisent à la formation d'oxyde et d'hydroxyde en volume supérieur à celui de l'acier sain. Ces produits entraînent des contraintes qui peuvent provoquer une fissuration parallèle aux aciers qui diminuent l'adhérence acier-béton, ainsi que l'éclatement du béton d'enrobage et formation des porphyres. Si on veut expliquer mieux la propagation qui est la deuxième phase de la corrosion, donc les désordres qui sont créés nuisent à l'aspect esthétique de l'ouvrage, mais contribuent aussi à affaiblir les résistances mécaniques du béton. La corrosion conduit donc à une diminution de la section des armatures, homogène dans le cas de carbonatation, mais sous forme de piqûres profondes dans le cas d'une attaque de chlorure.
Donc lorsque bien sûr la concentration de chlorure dépasse un seuil critique de dépassivation qui est le contraire de passivation, c'est l'élimination de la couche qui protège l'acier. On considère généralement que la capacité fonctionnelle de l'ouvrage est entamée dès que le béton d'enrobage a été détruit. Même si la réduction de la section des armatures ne contribue pas encore à produire des défauts structurels, toujours on considère que la propagation c'est le début à partir que le béton se détériore. Donc sur la figure, on peut voir l'augmentation de volume des produits d'oxydation de fer. Par exemple, le produit Fe2, Fe3O4 est 2 fois le volume du fer. Sinon, le FeO3H3H2O est 6 fois plus volumineux que le fer. On peut remarquer à la surface d'un ouvrage les signes visibles de la corrosion qui apparaissent bien après le début de la phase de propagation, car la rouille aura dû se déplacer à partir des aciers jusqu'à la surface externe. De même, la fissuration ne sera pas visible qu'après l'existence d'une quantité de rouille suffisante pour fissurer le béton d'enrobage. La période d'amorçage est capitale, elle est essentielle dans la préservation des armatures, puisqu'elle va contrôler le début des phénomènes de corrosion. Si l'enrobage du béton est un élément essentiel de protection, sa seule épaisseur n'est pas nécessairement synonyme de durabilité. Donc, on ne peut pas évaluer la corrosion par l'épaisseur de la section d'enrobage. C'est-à-dire, il faut mettre l'attention sur les caractéristiques de transfert telles que la perméabilité, la diffusivité, qui sont essentielles car elles assurent la fonction de barrière vis-à-vis des agents agressifs. Donc aussi, l'environnement, c'est-à-dire la température et l'humidité, jouent également un rôle important sur la résistance de cette barrière. Dans la figure à droite, on peut voir un schéma de dégradation des armatures au cours du temps. Après une période d'amorçage ou de début de corrosion ou d'incubation qui est représentée dans la zone A1, la corrosion débute à partir du point A sur la figure. Elle se poursuit dans la phase de propagation, dans la zone 2, et conduit à une dégradation progressive du béton qui s'accélère après la destruction de la zone d'enrobage, qui est représentée par le point D sur la figure. Ces trois figures donnent des exemples de dégradation d'ouvrage due à la corrosion. Par exemple, la figure A, la fissuration, figure B, éclatement localisé et figure C, éclatement généralisé. L'apparition des fissures à la surface est la conséquence des réactions qui ont démarré bien avant les manifestations visibles. L'état ultime correspond à un éclatement de béton avec risque de chute de morceaux de béton dans le cas d'éléments verticaux. Les fissurations sont souvent accompagnées, voire précédées dans un certain cas, d'exsudation, ça veut dire des taches de rouille. Si l'éclatement du béton n'entraîne pas de conséquences structurelles directes, la perte de section d'acier influence fortement la capacité portante de l'ouvrage. En conclusion, donc on peut dire que ces manifestations, lorsqu'elles sont visibles, sont le signe d'une corrosion active qui entraîne des dommages. Dès lors, la mise en place d'actions de maintenance plus ou moins lourdes afin de réparer l'ouvrage est nécessaire. Il est donc important pour le maître d'ouvrage de ne pas attendre que les désordres se manifestent pour intervenir, mais de pouvoir anticiper ceci. Les mécanismes de corrosion des aciers. Donc, il y a trois mécanismes. Le premier, l'environnement basique de l'acier dans le béton sain.
Donc, lors de gâchage d'un béton à base de ciment Portland, les principaux anhydres contenus dans le clinker, c'est-à-dire les silicates de C2S et C3S et les aluminates C3A et C4AF, s'hydratent au contact de l'eau. Dès les premiers instants, on peut mesurer un pH très basique de l'ordre de 13,5 à 14 dans un liquide interstitiel. De manière schématique, l'hydratation de C2S et C3S conduit à la formation de silicates de calcium hydratés, c'est-à-dire les CSH, qui sont à l'origine de la résistance de la matrice et de la formation aussi de la portlandite, qui est le CaOH2 sous la forme de cristaux légèrement solubles. C'est le principe de fabrication de béton. La portlandite réagit avec les sulfates alcalins, toujours présents en quantité mineure dans le ciment, pour donner des hydroxydes correspondant selon les deux équations. En bas, c'est-à-dire le CaOH2, la portlandite avec le K2SO4 nous donne le CaCOH4 plus le 2KOH. Ou bien le CaOH2 avec le Na2SO4 nous donne le CaOSO4 avec les deux NaOH. Donc le pH élevé de la solution interstitielle est dû à la présence en grande quantité d'ions OH- qui sont provenant des bases alcalines et de la chaux, dont la solubilité dépend précisément de la concentration des ions OH-. Et après quelques heures, la solution interstitielle s'enrichit progressivement avec les bases alcalines qui sont le NaOH et surtout le KOH, alors que la concentration en chaux décroît et devient négligeable à long terme, comme l'indique la figure. Ceci explique que le pH reste largement supérieur à 13 alors qu'une solution saturée de la chaux n'a qu'un pH de 12,5. Donc sur la figure, la phase aqueuse est extraite par compression de pâte pure de rapport E sur C égale à 0,5. Sa basicité croît rapidement et devient alcaline alors que la teneur en chaux décroît de façon significative. Après environ 6 mois, l'évolution des différentes espèces devient faible et des valeurs atteintes sont alors celles du milieu dans lequel baignent des armatures métalliques. Soumises à un environnement basique formé par une phase aqueuse fortement chargée en ions provenant d'hydratation de ciment ou ayant pénétré depuis de l'extérieur dans le béton par l'intermédiaire d'un réseau poreux, ces armatures vont être soumises à des réactions électrochimiques. Deuxième mécanisme de corrosion des aciers, c'est le phénomène électrochimique. La corrosion représente l'attaque destructive d'un métal par des réactions électrochimiques qui conduisent à un transfert d'ions et d'électrons à l'interface métal-solution. À la surface du métal, deux types de réactions couplées correspondent au processus de corrosion-oxydation ont lieu. La première, c'est une réaction anodique où l'oxydation du métal correspond à la formation à partir de l'état métallique d'ions passant en solution, c'est-à-dire Fe se décompose en FeN+, et en électrons. La cinétique de cette réaction est régie par la capacité du milieu électrolytique à accepter la présence d'ions ferreux Fe2+, ou ferriques Fe3+. La concentration de ces ions dépend de la nature des anions présents en solution et de la valeur du produit de solubilité des anions et des ions ferreux ou ferriques. Deuxième réaction, c'est une réaction cathodique correspondant à
la réduction d'un oxydant présent dans la solution par capture d'électrons fournie par la cathode. Selon la disponibilité en oxygène de l'environnement, on obtient deux types de réactions. Donc, le premier type, c'est en l'absence de l'oxygène, et le deuxième, c'est en présence de l'oxygène. Ces réactions principales de l'oxydoréduction sont suivies des réactions secondaires de formation des produits de corrosion à la surface du métal, selon les deux équations représentées. Elles sont illustrées schématiquement par la figure qui suit. Sur la figure à droite, c'est un schéma qui représente la formation des produits de corrosion. Donc, la création d'une pile électrochimique locale sur l'acier entre les zones cathodiques et anodiques, en présence d'eau et d'oxygène, qui conduit à la dissolution du métal au niveau de l'anode et la précipitation de différents oxydes ferreux. La formation des différents produits de corrosion comprend des étapes suivantes. Premièrement, c'est la dissolution du fer sous forme d'ion ferreux, Fe2+, la formation d'hydroxyde ferreux, FeOH2, et la formation de la rouille verte stable en absence d'oxygène. En présence de chlorure ou de composé de fer dans un béton carbonaté, on peut trouver une formation de la ferrihydrite, de la formation d'autres oxydes comme la géotite, la lipidocrite et la caginite, l'amanitite qui correspond à la rouille rouge et gonflante qui est connue classiquement, ou la stabilisation de la ferrihydrite. Un schéma réactionnel de la corrosion implique la présence simultanée de 4 milieux où ont lieu les processus élémentaires. Une zone anodique correspond à l'oxydation de fer, une zone cathodique correspond à la réduction d'espèces chimiques en solution, par exemple l'eau ou l'oxygène dissous, un milieu conducteur d'électrons d'acier, un milieu électrolytique, le liquide interstitiel du béton. En conclusion, donc, les réactions anodiques et cathodiques sont caractéristiques du couple métal-solution. À l'échelle macroscopique, elles ont lieu simultanément et au même endroit. Localement, les surfaces des zones anodiques et cathodiques sont variables. Troisième mécanisme de corrosion des aciers, c'est l'influence des additions minérales sur le pH du liquide interstitiel. Dans le cas, par exemple, des cendres volantes et du laitier de haut fourneau. L'utilisation d'additions minérales, laitier au fourneau, cendres volantes, fumée de silice, filaire, modifie les équilibres chimiques au sein du béton et peut avoir des conséquences sur le pH liquide interstitiel et donc sur la stabilité de la courbe passive. Les cendres volantes et le laitier de haut fourneau conduisent à une teneur en portlandite plus faible dans le béton. En effet, les cendres volantes réagissent avec la portlandite, une réaction pozzolanique, pour former les CSH supplémentaires. Quant au laitier de haut fourneau, leur hydratation ne conduit pas à la formation de portlandite. On peut donc s'attendre à une légère diminution du pH du liquide interstitiel, en sachant toutefois que ce sont les alcalis qui deviennent prépondérantes au bout de quelques heures. Le pH de la phase liquide est déterminé par les deux initiales d'alcalin présents dans les cendres volantes utilisées, qui peut atteindre de 3 à 4% suivant leur origine. Pour un pourcentage moyen de cendres, le pH n'est que légèrement affecté, ne perdant que quelques dixièmes de point
par rapport à un ciment Portland. Donc, en conclusion, le laitier de Haut-Fournon consomme davantage des alcalins, mais le pH est encore suffisant pour assurer la stabilité de la couche passive, comme le montre le tableau. Donc, le tableau, c'est une analyse de phase aqueuse interstitielle de pâte de ciment lorsque E sur C égale à 0,5, conservé en sac étanche 6 mois à 25 degrés Celsius. Dans le cas d'influence des additions minérales sur le pH du liquide interstitiel, lorsqu'on utilise la fumée de silice, l'introduction des fumées de silice ou la substitution partielle du ciment réduit le pH de la solution bien plus que par un simple effet de dilution, comme l'indique la figure. Et donc, le faible rapport de C sur S dans les CSH formés en présence de fumée de silice serait responsable de l'épuisement en alcali par absorption de ce sur silicate hydraté. Les fumées de silice diminuent le pH de la solution, mais compte tenu de fait que pour d'autres impératifs, le taux de substitution ne dépasse pas 10%. Cette diminution ne doit pas altérer la passivité de l'acier dans le béton. Donc, quel que soit le type de ciment utilisé, il se forme une couche passive d'oxyde à la surface de l'armature qui maintient le métal dans un état stable. Sur la figure qui montre l'influence du pourcentage de fumée de silice sur le pH, de liquide interstitiel extrait de pâte de CEM1. On peut dire que c'est des éprouvettes avec un rapport E sur C plus S est égal à 0,5. Conservé à 22 degrés Celsius en récipient étanche, le remplacement partiel du CEM1 par des pourcentages croissants de fumée de silice diminue sensiblement le pH du liquide interstitiel. À la fin, pour terminer le cours de corrosion des aciers dans le béton, on doit répondre à cette question. Quels sont les deux phénomènes inducteurs de la corrosion des aciers dans le béton? Donc ce sont deux. Le premier, c'est la carbonatation. Le deuxième, c'est la pénétration des chlorures. La corrosion des armatures dans les ouvrages de béton armé est induite ou produite par deux phénomènes distincts ou différents. Le premier, c'est la carbonatation du béton par le principe de pénétration d'un front de CO2 de surface vers le cœur du béton. Le deuxième phénomène, c'est la pénétration des ions chlorure pour les ouvrages qui sont situés dans un milieu marin, c'est-à-dire immergés en zone de marnage, soumis à des éclaboussures ou aux embruns, ou bien exposés au sel de déverglaçage, dans un environnement présentant des risques de gel, contact direct, soit par des projections, soit par des ruissellements. On doit dire aussi que la limite entre la phase de départ, de début ou d'amorçage de la corrosion des armatures et le début de la phase de propagation, c'est le point A dans la figure précédente, c'est-à-dire entre ces deux phases, peut être quantifié de la manière suivante. Selon la corrosion, est initiée par la carbonatation ou par la pénétration des chlorures. Donc, dans un environnement sans chlorure, donc, le temps nécessaire pour atteindre une profondeur de carbonatation est égal à l'épaisseur de l'embarrobage. Dans le cas de présence
de chlorure qui est différent, le temps nécessaire pour que la concentration en chlorure dans le liquide interstitiel atteigne une valeur donnée, appelée aussi concentration critique, au niveau du lit d'armature. Ainsi se termine le cours sur la corrosion des aciers ou des armatures dans le béton. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.